Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce live. On est désolé pour les petites minutes là de délai, le temps qu'on arrive à tous se connecter correctement. Mais voilà, on est à votre disposition maintenant pour débuter ce live. Isabelle, est-ce que tu veux commencer éventuellement? Alors, bonjour à tous. Je vois qu'effectivement, vous nous rejoignez au fur et à mesure. Merci de vous être inscrits pour ce live organisé par l'ABGES Formation, que vous connaissez peut-être déjà ou dont vous avez entendu parler, puisque nous sommes un organisme de formation spécialisé dans la banque, finance et assurance. Certains sont effectivement déjà, on va dire, assez au fait de nos formations. Là, on vous propose donc 45 minutes à 50 minutes de questions-réponses entre Gaël Léger, que je vais laisser se présenter tout à l'heure, ainsi que Pascal Serran, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre, si ce n'est pas déjà le cas. L'idée, c'est qu'il y a effectivement sur le sujet, bien sûr, le réchauffement climatique, vous l'avez vu, la surmorbidité latente, plusieurs questions se posent et vous aurez un temps à la fin, 10 minutes, pour les questions-réponses. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Et derrière, effectivement, elles seront prises en compte. Peut-être que parfois, Gaël, le modérateur, rebondira si la question est vraiment tout à fait en accord avec le sujet évoqué. Mais sinon, effectivement, ce sera plutôt à la fin. Vous aurez, de toute manière, si vous devez partir avant la fin ou quoi que ce soit, un replay qui vous sera adressé demain, sur lequel nous communiquerons également sur LinkedIn et sur le site Internet. Donc, pas de souci si vous ne pouvez pas être là pour la totalité. Au niveau, je dirais, de tout ce qui est support, je vais vous projeter en fait le sommaire global de toutes les questions qui sont posées, évoquées. Comme ça vous donne un petit peu l'idée du déroulé. Et évidemment, je dirais après, à vous de compléter sur le chat si vous voulez, puisque vous avez de quoi échanger. Je vous remercie enfin de couper vos micros. Enfin, normalement, il n'y a pas de fond interactif, mais effectivement, c'est important que vous n'ayez pas de bruit ambiant qui puisse gêner. Voilà, Pascal, je te cède la parole. Pardon, Gaël, j'y tiens décidément, excuse-moi. Gaël, je te cède la parole pour te présenter en tant que modérateur. Merci. Eh bien, écoute, oui, alors, donc Je vais sur projeter. le sujet, effectivement, donc moi je suis Gaël Léger, donc je suis un des associés de l'ABGES et je suis en charge plus spécifiquement de l'offre de formation assurantielle. Donc lorsqu'on a réfléchi effectivement à quelques sujets d'actualité, j'ai assez naturellement pensé au sujet du réchauffement climatique, hein. On a eu quelques. Alors, vous me direz que ces derniers temps, ça a plutôt été un refroidissement climatique, hein, puisqu'on sort d'une période de froid un petit peu sec. Mais néanmoins, ces sujets de réchauffement climatique, ou en tout cas de dérèglement climatique, sont au cœur des préoccupations des assureurs et questionnent aussi la limite de ce qu'on appelle l'assurabilité. Alors, quand on parle évidemment de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique, on pense évidemment assez naturellement aux catastrophes naturelles et on se dit que ce sujet est plutôt l'affaire des assureurs non-vie qui proposent des garanties catastrophes naturelles. Et en fait, on occulte peut-être un autre sujet, et certainement d'ailleurs un autre sujet, qui est le sujet de la santé et de la prévoyance. Alors, ça reste de l'assurance non-vie, mais là, pour le coup, c'est d'essayer de comprendre effectivement les liens qui existent entre ce dérèglement climatique et l'aggravation de la sinistralité, alors tant en mortalité qu'en morbidité. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de laisser la parole à Pascal Serran, que je connais depuis plusieurs années, avec qui je travaille régulièrement, qui est actuaire et qui se passionne également pour ces sujets. Alors, je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente déjà, et puis ensuite, on va dérouler le plan. N'hésitez pas à intervenir, à nous poser des questions via la messagerie instantanée.
Donc en ma qualité de modérateur, donc je regarderai un petit peu ce qui passe sur ce fil de questions et ça me permettra de rebondir aussi par rapport à la présentation de Pascal. Écoute Pascal, si tu veux bien activer ton micro et ta Oui, bonjour. Alors, je suis un peu désolé, caméra. j'ai un petit souci technique apparemment. Je n'arrive pas à activer ma caméra. Alors, je ne sais pas si vous déjà vous m'entendez bien. Donc, Alors, on t'entend. vous m'entendez? Alors, parfait pour le son. Par contre, alors vous êtes en direct, hein, vous le voyez, vous êtes parfaitement en direct. Souvent, les portables, c'est le cache sur le couvercle qui fait qu'on ne voit pas la vidéo. Moi, ça me le fait régulièrement. Donc, c'est possible Alors, que la vidéo soit active. je suis sur, sur le Un fixe. PC. Malheureusement, il y a un petit problème de configuration qui doit se poser, mais désolé pour le problème technique. On va essayer. Bon, si vous pouvez trouver ma photo si vous voulez sur LinkedIn. Alors, j'ai la photo. J'ai la Voilà. photo. Je vais la. Voilà, elle est là. Je vais la projeter comme ça, vous voyez Voilà. Pascal en vrai, presque. Voilà, donc je suis désolé pour cet incident technique et très heureux d'être présent auprès du monde déjà de l'ABGES. Je vous remercie de m'inviter pour cet échange, ce décryptage. Donc effectivement, Gaël, on se connaît depuis de nombreuses années aussi, on a vu pas mal de choses. Et puis, en tout cas, aussi merci Isabelle de m'accueillir aussi. Donc on va évoquer effectivement ce sujet de réchauffement climatique qui est très axé habituellement sur les enjeux on va dire, yard ou un jeu dommage matériel. Alors, pour avoir pas mal travaillé aussi sur certains sujets de réchauffement climatique, les conséquences du réchauffement climatique sur la partie matérielle, je l'ai travaillé notamment sur des enjeux qui touchent l'assurance paramétrique. Donc là, on est vraiment sur la non-vie, mais là, cette fois-ci, on va faire un grand virage. Et ce virage, c'est qu'est-ce qui se passe sur la partie assurance de personnes. Voilà, donc l'objectif de ce webinaire, c'est bien de comprendre quelles sont les incidences qu'on peut s'attendre. Alors, c'est vrai que souvent, pour avoir interrogé quelques-uns de mes clients, puisque je travaille dans un grand cabinet international qui s'appelle RSM, donc j'ai aussi, tout au début de l'enquête ASCPR en 2023, il y avait pas mal d'interrogations, comment on allait tester les choses, même si, bien entendu, il y a des paramètres qui étaient déjà prédéfinis, mais il y avait quand même pas mal d'interrogations. Ces interrogations, elles subsistent encore en partie suite à cet exercice, qui était un exercice précieux et important pour la profession, sachant qu'on est bien conscient que le réchauffement climatique est un phénomène qui est à la fois structurel, mais aussi assez imprévisible. Et on l'a bien vu sur les dernières tempêtes qui ont traversé la France, ou alors la canicule qui a bien sévi sur quelques années, ces dernières années, que ce soit en 2000, récemment, puisqu'en 2025, on avait déjà eu un phénomène de caniculaire, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on pense toujours au marqueur, qui est la canicule de 2003, et qui a été la première grande canicule, qui était même plus forte que celle qu'on pouvait imaginer de 76, puisque c'était vraiment là où on a eu des impacts de sinistralité qui étaient maximales. On n'a pas enregistré encore, malheureusement, on aurait certainement eu d'autres enregistrements quelques siècles auparavant, on aurait peut-être connu, mais là, en tout cas, on n'a pas connu d'autres sinistralités aussi fortes. Donc, c'est un marqueur qu'on pourra commenter au cours de cette présentation également. Voilà. Bon, Justement, Pascal, désolé de t'interrompre. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion, par exemple, de ces deux, de ces deux, je dirais, phénomènes qu'on a connus, à savoir alors récemment la crise de la Covid-19, bien évidemment, alors qui n'est pas forcément liée au réchauffement climatique, bien évidemment, mais qui a quand même renseigné sur un certain nombre de choses sur le plan notamment des pandémies. Et cette fameuse canicule de 2003, qui reste aujourd'hui l'événement climatique le plus, je dirais, létal sur le plan du nombre de décès. Qu'est-ce que ça raconte quelque part finalement des impacts sur les assureurs? alors, c'est un point important, effectivement, la canicule qui a sévi en 2003. Bon, c'est un phénomène qui est assez difficile aussi à, je dirais, contextualiser par rapport à notre époque, même si 2003, c'est quand même 22 ans en arrière. 22 ans en arrière, on ne mesurait pas les conséquences de cette incidence qui a justement généré un effet assez
important en matière de prévention, puisqu'on a vite compris que beaucoup de gens sont décédés parce que, ils étaient isolés, des personnes très âgées. On sait qu'entre 80 et 90% des personnes, enfin des victimes de cette canicule, c'était des gens âgés de plus de 75 ans. Pour beaucoup, c'était des gens isolés, avec des problématiques, bien entendu, d'hydratation, puisque beaucoup de gens n'avaient pas forcément le réflexe de s'hydrater. Donc, on a connu tout ça, mais c'était largement commenté par la presse. Alors, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, mais en tout cas, ça a été vraiment un sujet assez traumatisant sur le plan social, parce qu'effectivement, on a connu beaucoup d'hécatombes. Alors, je vous parle d'hécatombes, mais c'est à peu près sur une sinistralité qui est de l'ordre de près de 15 000 décès supplémentaires, rien que sur une période très courte, très courte durée, contrairement, on va voir sur d'autres canicules, mais qui ont été un peu moins marquantes, mais quand même assez importantes, puisque si on prend les derniers grands événements, on va dire caniculaires ou climatiques, on en a eu, comme je l'ai évoqué, 76, on était sur entre 6 000 et 7 000 décès. Lorsqu'on prend en 2003 15 000 décès, à peu près, hein, on fait des estimations, ce sont des estimations de l'époque aussi. En 83, il y avait une canicule, mais sur les périodes plus courtes, on était plutôt une surmortalité de 3 000 décès qui ont été identifiés. Et 2019, on a eu aussi une petite, un effet de caniculaire, mais là, cette fois-ci, on en a tiré des leçons, surtout de 2003, où il y a eu beaucoup plus de prévention. Et là, on est descendu à 1500, mais quand même 1500 décès supplémentaires. Et en 2022, patatras, on tombe à 10 000 décès supplémentaires parce qu'il y a eu plusieurs vagues. Et ça, cet effet cumulé du réchauffement a forcément aussi déréglé quelque part l'approche prudente. La prévention a été un peu bousculée aussi par rapport à ces événements. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Oui, donc on peut dire qu'à la fois, on a un effet ampleur, on va dire, ou amplitude ou sévérité, Oui. et puis probablement aussi un effet de récurrence et donc de fréquence accrue sur ces sujets. Alors oui, alors c'est exactement ça, Gaël. On est sur une situation où la fréquence a plutôt tendance à s'accélérer. On voit qu'il y a des effets plus durables aussi dans les aspects caniculaires, donc les délais les périodes sont des fois, plus étendues, plus fréquentes, plus fortes. Les hausses de température, on a vu qu'on a voisiné sur certains pays, je pense en Espagne notamment, plutôt les 50 degrés. Donc on voit que finalement, le marqueur commence à devenir assez important en termes d'évolution je dirais de la température moyenne, hein. Alors bien entendu, la COP21 avait fixé des principes, des objectifs pour en faire en sorte que la hausse des températures n'excède pas 2% sur 2 degrés, 2 degrés, pardon, 2 2 degrés. degrés, 2%, 2 degrés, je suis en pourcentage, moi. 2 degrés sur un horizon aux alentours de 2050. Donc, on est vraiment sur une orientation qui est assez ambitieuse, même s'il y avait vraiment une volonté de descendre même en dessous, c'est-à-dire une augmentation pas plus de 1,5 degré. Mais il faut savoir que, pour revenir sur ta question, sur la partie impact sur les garanties santé, prévoyance, qu'est-ce que peuvent faire les assureurs? En tout cas, on est plus sur une approche qui est déjà de mieux cadrer ce risque et les impacts de ces risques au niveau des populations. Alors, certes, sur les biens matériels, il y a forcément une vision assez claire parce qu'il y a beaucoup d'assurances obligatoires, hein, qui circulent sur le domaine assurance dommage. En assurance vie ou en assurance de personnes, donc c'est-à-dire en santé, prévoyance, eh bien, ces phénomènes sont moins évidents parce que toute la population n'est pas assurée forcément. Donc, on a les salariés qui bénéficient de couverture de l'entreprise. On a des gens ou des professionnels qui se couvrent aussi à titre personnel, hein, comme je pense les travailleurs non salariés, par exemple, mais d'autres. Donc, du coup, on a une vision qui n'est pas à 100%, je dirais, on ne touche pas toute la population en matière de santé et prévoyance. Donc, ce qui veut dire que globalement, les assureurs, eux, vont observer de leurs lunettes qui concernent l'ensemble des garanties. Et ces garanties, bien entendu, elles vont cibler tout un tas qui vont toucher particulièrement la santé et puis la prévoyance. Donc, l'objectif, bien entendu, pour les assureurs, c'est d'anticiper
cette hausse de sinistralité au travers de leur compte, de leur tarification, parce que leur méthode de tarification, on verra un peu plus tard aussi, mais elles vont forcément évoluer. Il y a une forme de segmentation de la tarification qui va permettre d'adapter les tarifs en fonction des zones de risque. Et puis, on a des sujets qui sont quand même particuliers, qui touchent beaucoup plus la prévention, parce que d'un côté, on a quand même quand on prend par exemple la santé, on a des vecteurs qui sont qui se dévoilent de plus en plus et qui deviennent un vrai sujet. Par exemple, tout ce qui peut, on appelle ça les maladies infectieuses vectorielles. Et ces maladies sont drainées par des insectes. Et donc, ils deviennent de plus en plus dans les climats tempérés, qui remontent de plus en plus et qui s'installent, comme on peut voir le moustique tigre, qui se plaît très très bien en France et qui lui aussi se nourrit pleinement, est un vecteur et qui se nourrit pas mal en France et qui se plaît parce qu'apparemment il est très très bien implanté, surtout en France d'ailleurs. Mais on a aussi le dengue, le chikungunya, on a aussi des effets de paludisme qui commencent à apparaître. Alors, pour la petite histoire, sur la partie insectes, on sait que pour un individu sur la planète, la proportion, c'est entre quelques centaines de millions et 1,4 milliard pour certains scientifiques qui estiment d'insectes. Donc, imaginez que toute évolution aussi de l'environnement climatique pourra forcément avoir des effets à la fois de déplacement de ces insectes, mais aussi leur prolifération qui peuvent effectivement être des vecteurs de maladies infectieuses de manière assez marquée. Donc, tout ça, ça amène beaucoup aussi d'attention, d'études épidémiologiques pour anticiper, encourager peut-être dans certains cas les vaccins, la prévention. Donc ça, c'est un élément fort que les assureurs sur lesquels portent beaucoup d'attention. Et puis, tout ce qui concerne les effets qui sont plutôt liés à la mortalité. Et quand on dit la mortalité, c'est de savoir que face à ces risques assez forts de choc thermique, on va dire, on peut se retrouver face à une vague de mortalité qui est assez importante, comme je l'évoquais en introduction. Donc, pour avoir... Excuse-moi, Pascal, justement, dans le sujet de la Covid-19, effectivement, qui est pas forcément un sujet directement lié au réchauffement climatique, mais plutôt à la mondialisation, on va dire, il y avait le sujet des comorbidités, en fait, qui contribuaient aussi à aggraver finalement le risque létal lié je dirais, à cette infection. Est-ce que ces sujets de comorbidité sont aussi présents finalement au travers justement du réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a des facteurs finalement qui aggravent les choses qui seraient liés notamment je dirais, à l'état de santé des personnes? Alors, la comorbidité, tu fais bien de souligner, c'est un vrai sujet. Et effectivement, si on regarde le parallèle qu'on peut avoir, même s'il n'y a pas de lien direct avec le climat, mais si on regarde le Covid, et la Covid a été vraiment aussi un sujet évocateur. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans on va dire que on est en Occident, je veux dire, les pays qui ont effectivement connu toute l'ère industrielle, on profitait un peu de cet environnement, des bienfaits de l'avancée de la médecine, et on se trouve avec une population qui est vieillissante. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des populations qui ont proportionnellement par rapport à la démographie générale, on va avoir un poids relatif de la démographie des personnes plus âgées, plus de 75 ans, qui va être beaucoup plus importante que si on va le voir dans d'autres pays où il y a un dynamisme, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, où effectivement on a plutôt une tendance inversée. Ce qui nous amène aussi à constater des multiplications de comorbidités, c'est-à-dire que des pathologies s'installent aussi sur les populations âgées. Et il faut savoir que toute pathologie déclenchée évolue moins vite que chez une jeune personne. Donc forcément, elles se maintiennent, mais les populations âgées ont plutôt tendance à être bien suivies. À un point où, je dirais, elle contribue à cet allongement de l'espérance de vie. Donc, ce qu'on appelle un peu la première ligne des victimes lorsqu'il y a
un événement climatique ou un événement épidémiologique, une pandémie, on va voir forcément à un moment donné toutes ces populations qui sont fragilisées, même si elles sont, je dirais, quand même globalement bien maintenues dans leur environnement, elles ont quand même beaucoup de fragilité et ces comorbidités font qu'elles viennent aggraver les conséquences d'une épidémie ou d'un événement caniculaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, malheureusement, c'est la première ligne. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Et ça, les assureurs l'ont bien observé aussi, c'est que cette première ligne, une fois qu'elle n'est plus présente, il va y avoir un effet de hausse de sinistralité, et puis il y a un tassement qui s'opère par la suite, et un tassement bien plus bas que la moyenne. Ce qui fait qu'on va avoir cette population qui va continuer à vieillir, qui va continuer je dirais, à faire en sorte que les gens vivent toujours plus longtemps. Et donc, forcément, la comorbidité va se réinstaller de manière différée. Et ce qui fait que les premières lignes n'étant plus là, il va y avoir un creux dans la partie observée de la surmortalité. Et ensuite, on va voir de nouveau un nouveau pic dès lors que les temps passant, on se retrouve exposé à un risque qui soit de nature climatique ou pandémique. Est-ce qu'on peut dire également, alors parmi les facteurs, on voit qu'il y a effectivement une multiplicité de facteurs, qu'il y a des corrélations entre les différents facteurs également. Est-ce que le sujet de la pollution également joue, notamment la pollution aux particules fines? Alors, c'est vrai que on a parlé des conséquences quelque part, donc on parlait vraiment des causes. À part de dire que le temps change et qu'on peut se retrouver face à un problème je dirais de hausse de température et qui ont des conséquences sur la santé. Effectivement, tu as parfaitement raison. On n'est pas traité de la même manière. Il y a une certaine inégalité, si on regarde sur le territoire français, mais aussi dans le monde. On va se concentrer sur la France déjà, entre les personnes vivant dans les communes rurales et les personnes qui vivent dans les grands ensembles urbains. Parce que, effectivement, déjà, il y a une certaine promiscuité dans les centres urbains, par exemple les métropoles régionales, ou on prend à Paris, vous prenez le métro, vous voyez bien qu'il y a une vraie grosse promiscuité que vous n'auriez pas si vous prenez votre voiture à vous promener dans le Larzac. Donc forcément, on n'est vraiment pas du tout traité de la même manière. Donc la promiscuité est un premier facteur qui est important, qui peut amener, bien entendu, à encourager la prolifération de virus, de maladies, de différentes maladies infectieuses. Ça peut être aussi les particules, si on regarde dans les grands ensembles urbains, les particules, comme tu le soulignes très très bien, les particules fines, notamment, issues de l'émanation des gaz des automobiles. Donc on a aussi un ensemble, je dirais, de beaucoup de pollution même qu'on peut trouver au sein même des maisons ou des appartements, parce que finalement, cette pollution, elle s'impose partout, mais aussi on utilise des produits, et plus ça va, plus on avance, plus on veut, entre guillemets, apporter, je dirais, une certaine propreté des fois chez soi. Beaucoup maintenant disent attention, aérez avant de faire votre ménage, par exemple. C'est tout simple, mais on accumule de plus en plus, justement, beaucoup d'agents pathogènes qui font que petit à petit, dans le temps, eh bien, c'est ce qui peut effectivement amener, à mesure que la population vieillit, de retrouver encore des facteurs de comorbidité qui apparaissent petit à petit et qui de nouveau fragilisent. Donc effectivement, tu as raison. Il y a un sujet. Alors, on va me dire, mais alors ça veut dire autant tout le monde vive dans le milieu rural et il se reportera bien. Non, malheureusement, ça aurait été trop beau. Les maladies ne sont pas les mêmes, les conséquences ne sont pas les mêmes. Quand vous avez un épandage de produits qui vient d'insecticides ou autres, ce sont des populations qui sont beaucoup plus exposées que les populations qui vivent dans le milieu urbain. Et donc, ils vont avoir d'autres problématiques, d'autres pathologies potentielles qui peuvent se déclencher parce que justement, leur univers, ça peut être les sources aussi, les nappes phréatiques, et donc qui peuvent être aussi polluées. On voit bien en Bretagne,
mais dans certains endroits, quand vous allez même dans le sud-ouest, l'épandage haute peut avoir aussi des impacts au niveau des nappes phréatiques. Et donc, forcément, ça remonte dans les circuits alimentaires. Et tout ça fait que ça favorise ces risques potentiels de comorbidité. Non, effectivement, tu as dressé un tableau assez vaste et assez complet de ces différents effets. Euh, le... Donc, on voit que la situation se dégrade concrètement, que je dirais que les caractéristiques actuarielles, pour utiliser je dirais un langage d'actuaire, de la population assurée changent. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Quelles réponses peuvent trouver les assureurs par rapport à cette dégradation tendancielle? Et donc, effectivement, on envisage évidemment, assez naturellement, qui est de dire s'il y a plus de sinistres, s'il y a plus de sinistres, pardon, on peut imaginer augmenter les primes. Est-ce qu'il faut aussi utiliser le levier de la sélection, de la prévention? Quelle est la tendance aujourd'hui, ou quelles sont les approches des assureurs sur ces sujets? Alors, c'est vrai que le gros levier des assureurs, c'est la prévention. Même si on ne le perçoit pas toujours, mais on prend par exemple dans le monde des institutions de prévoyance, mutualistes ou même assureurs en général, on amène à travailler sur la prise de conscience. C'est-à-dire qu'en clair, ça va se résumer à de la communication déjà dans le premier temps et aussi à des mesures qui sont proposées auprès des adhérents ou des souscripteurs de contrats d'assurance pour qu'on les encourage à faire du sport, on les encourage à veiller à leur alimentation. On fait attention aussi à tous les risques qui sont cardiovasculaires, donc tout ce qui peut être en lien avec l'alimentation. Donc tout ça, ça se conjugue avec les pouvoirs publics aussi, la communication des pouvoirs publics. Alors, vous avez tous entendu je dirais le fameux manger 5 fruits et légumes différents par jour. Ça fait partie de la communication, mais qui est bien relayé au travers des assureurs. Et vous avez certains gros assureurs qui, sur la place, qui ont mis en place un système de points qui permet de gagner je dirais de réduire quelque part des points. On gagne des points, mais on réduit en contrepartie le montant de sa cotisation parce que justement, on fait preuve d'une vie, enfin en tout cas d'actions qui vont dans le sens pour que l'environnement de la personne soit la plus saine possible. Donc, bien entendu, ce sont tout un ensemble de points qu'on gagne et puis qui finalement permet de gagner économiquement sur le coût de sa cotisation. Donc, ce qui est assez vertueux quelque part. Mais ce n'est pas forcément la solution la plus répandue, même si elle est quand même très, très bien traitée parmi les très gros acteurs sur la place. Mais vous avez beaucoup d'autres assureurs qui ont aussi une autre approche qui est plutôt de faire prendre conscience au travers de la cotisation, au travers des exclusions, le cas échéant, en disant attendez, si vous faites tel type d'activité dans tel contexte, forcément, on souhaite que les éléments de prévention, en tout cas, puissent être appuyés pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de surmortalité. Alors, je vais revenir sur le climat et justement l'environnement. Typiquement, pour l'illustrer, vous avez des gens qui travaillent dans le BTP ou qui couvrent les toits ou qui sont sauveteurs en mer, etc. Vous pouvez avoir des métiers qui sont à risque, qui sont complètement liés à l'environnement. Et le climat est un élément aggravant par rapport à ces métiers. Alors, c'est sûr que vous pouvez, dans certains cas, dire j'exclus certaines populations ou en tout cas, je contrains pour que finalement, on pousse à ce qu'il y ait une prévention soit mise en place par l'entreprise. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est l'entreprise qui doit prendre l'initiative. Ou alors, j'encourage, et c'est moi, en tant qu'assureur, je vais amener à ce que l'adhérent, celui qui souscrit le contrat, ait une attitude vertueuse et en tout cas protectrice par rapport à sa santé et pas que pour lui, y compris pour sa famille. Donc, on a ces éléments-là. Donc, on va jouer sur d'autres leviers aussi, sur la tarification, la segmentation par région. Ça aussi, c'est un élément. Comment éviter de ne pas trop pénaliser l'ensemble des assurés si un assureur est fortement exposé sur une région ou
bien, il subit beaucoup de sinistres. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va se faire? Par la mutualisation, il va augmenter ses tarifs. Et pour des endroits, pour des zones qui ne sont pas concernées, effectivement, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc, la segmentation, c'est un moyen de préserver les bons risques, entre guillemets, et puis surtout, faire en sorte que là où il doit y avoir une action, soit par les pouvoirs publics, ou soit par les personnes vivant sur ou exerçant une activité ou vivant sur un lieu donné qui peut les exposer à des risques, ben, puissent faire évoluer leur environnement en changeant d'attitude, en mettant en place des mesures de prévention ou de précaution pour que ça la change. Donc ça peut être les seuls points sur lesquels l'assureur peut jouer. Alors, sinon, il ne peut pas, lui, imposer, ça ne faut pas l'oublier, il ne peut pas imposer, mais il peut modifier les couvertures qui sont un élément incitatif pour que les bonnes pratiques se mettent en place. Oui, et d'ailleurs, peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que pour les organismes complémentaires, donc qui proposent des solutions de prévoyance et de santé complémentaires, c'est-à-dire qui viennent en complément de la prise en charge de la sécurité sociale, effectivement, il faut qu'il y ait une logique de partenariat et que effectivement les actions de la puissance publique puissent être relayées aussi par les assureurs et que la puissance publique aussi peut-être prenne en compte le retour d'expérience des assureurs sur les sujets pour peut-être faire évoluer certaines choses. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les deux sont amenés à fonctionner de concert et ne serait-ce que pour le secteur privé, pour éviter d'être un petit peu stigmatisé en disant, vous voyez, en fait, ce sont les assureurs, ils augmentent leurs tarifs. Oui, bien sûr, les assureurs augmentent leurs tarifs, ça c'est vrai. La sécurité sociale aussi, les cotisations de sécurité sociale augmentent également. Donc le sujet est un sujet global qui est beaucoup plus large que finalement enfin, le seul sujet des assureurs privés. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est qu'effectivement, c'était vraiment un partenariat qui doit se construire au fil du temps, mais ce partenariat existe depuis un moment, mais je pense qu'il devient de plus en plus actif entre les pouvoirs publics et les assureurs, parce que justement, l'un comme l'autre subit les conséquences. On voit bien le déficit de la sécurité sociale, comme tu fais sous-entendre, mais effectivement, ça peut avoir des conséquences néfastes sur le budget de la nation, mais également les assureurs sont partie prenante. Donc forcément, la démarche doit être co-construite aussi, et souvent les pouvoirs publics qui sont un peu le point enfin, j'ai un peu le moteur, et les assureurs accompagnent ce mouvement pour justement faire en sorte que leurs assurés puissent être dans une situation où ils bénéficient de tout ce qui est mesures d'assistance. Alors, je pense aussi à des effets qui touchent, par exemple, en prévoyance, tout ce qui est chocs qui sont liés à des chocs psychologiques par rapport à un événement catastrophique. Vous avez dans une situation comme le Sud-Ouest en 2022, il y a eu des tempêtes de grêle, mais vraiment assez impressionnantes. On a vu des assureurs être extrêmement exposés sur ce risque de grêle. Et donc, forcément, ça aussi, ça crée des dommages, pas seulement que physiques, matériels, mais c'est aussi des dommages psychologiques qu'il faut aussi réparer parce que les gens, ben, ils ont été quand même assez, pour certains, traumatisés par ce qui s'est passé. Ils ont perdu des choses, hein, ils ont perdu des choses, des biens, mais aussi ils ont été choqués par rapport à ce qui s'est passé, ça les a affolés. Donc tout ça fait qu'il y a un accompagnement aussi qui est important et qui rentre dans la partie psychique, hein, cette fois-ci, pour faire en sorte que les gens ne tombent pas dans une dépression ou une situation qui soit compliquée pour eux de remonter je dirais, la pente, si on peut me permettre l'expression, mais de permettre de revenir, je dirais, dans le droit chemin et reprendre une activité quotidienne comme il était auparavant. Voilà, donc je pense qu'au niveau de la partie, effectivement, cette association du pouvoir public et assureur, c'est un élément clé et on pourra le voir aussi après sur les aspects peut-être un peu plus réglementaires, mais c'est vrai que on veut absolument d'un côté on
faire en sorte que la chaîne de couverture d'assurance ne soit pas non plus traumatisée par des gros événements qui les fragilisent, parce que c'est quand même un élément essentiel d'un un point de vue sociétal, hein, pour permettre justement aux uns aux autres de bénéficier toujours des couvertures et de faire en sorte qu'il y ait des protections qui soient rajoutées au niveau des marges de solvabilité, au niveau des moyens financiers que se dotent les assureurs pour faire face à ces événements catastrophiques. D'accord. Alors, du coup, ces sujets, c'est d'ailleurs un point intéressant dans l'évolution justement de la perception du risque, notamment par le régulateur. Lors du dernier stress test climatique de 2023, donc, dont les conclusions ont été publiées en mai 2024 par la CPR, on avait une prise en compte effectivement dans les hypothèses associées au climat, au dérèglement du climat. On avait la prise en compte justement des effets sur la mortalité, la morbidité, qui est donc qu'est-ce qu'on peut finalement tirer comme conclusion de cet exercice qui a rassemblé, on va dire, sur la base du volontariat, hein, on va dire en valeur, en volume de primes, ben, l'essentiel du marché français, même si il y a certainement beaucoup enfin essentiellement des grands groupes qui ont répondu. Et en tout cas, ce que l'on peut observer aussi, c'est qu'il y a des groupes de taille intermédiaire qui ont fait l'exercice, qui n'ont pas forcément restitué les résultats aux régulateurs, mais qui se sont servis finalement de l'exercice comme benchmark. Donc, c'est plutôt intéressant. Et quelles sont les principales conclusions qu'on peut en tirer? Bien, si on regarde les conclusions, c'est quand même un enseignement qui était très, très, très utile pour la profession parce qu'on voit le degré d'impréparation de beaucoup d'acteurs parce qu'ils n'avaient pas forcément de vraie visibilité sur les conséquences d'un choc climatique, et que ce soit sur la partie assurance vie, que ce soit sur la partie santé, prévoyance. Alors, c'est vrai que l'exercice est plus facilement appréhendable des fois sur la partie dommages aux biens, mais cet exercice n'a pas toujours été évident, comme je vous l'ai dit, par rapport à certains acteurs qui ont participé à cet exercice. Donc, effectivement, ce qu'on peut dire dans l'exercice, c'est qu'il fallait arriver à quantifier les effets de ces chocs liés à cet environnement, à ces risques climatiques, sachant que, comme je l'ai dit, on est vraiment sur une certaine intensité qui n'est pas forcément homogène dans le temps, hein, ce que j'évoquais. Donc, on a deux visions qui ont été intéressantes. L'une est une vision à court terme, mesurer ces chocs en 2027, et puis aussi mesurer les effets à plus long terme, à horizon 2050, parce que c'est sur cette échelle que va être figure quelque part les objectifs de la COP21, donc pour voir aussi mesurer les conséquences par rapport à la cible fixée par la COP21, de voir les conséquences que peuvent s'attendre l'ensemble de l'industrie en matière de solidité financière. Parce que ce qui compte beaucoup, c'est que les organismes puissent être toujours présents, qu'ils ne soient pas décimés par des évolutions climatiques qui deviennent de plus en plus coûteuses et qui les mettent dans une situation, dans une difficulté financière qui ne leur permettent pas de poursuivre leur activité. Donc, donc ce qu'on constate ce qu'on en tire comme leçon, c'est que globalement, on a testé l'impact de la sursinistralité liée au climat. Et si on évalue cette sursinistralité de l'ordre de 42% d'impact sur. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, ce qu'on met là-dedans, c'est qu'on arrive à traiter à la fois pour l'assurance de personnes, tout ce qui est les maladies vectorielles, tout ce qui est pollution d'air, la mortalité liée à la chaleur. Donc, ces éléments-là ont été étudiés, testés, pour voir effectivement ces combinaisons qu'on peut considérer être des facteurs aggravants puissent être mesurés au travers de l'exercice. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'ACPR a estimé que une augmentation de la santé et prévoyance, ce serait plutôt aux alentours en termes
je dirais, d'impact de sinistralité serait de plus 89%. Alors, c'est un scénario qui était très pessimiste volontairement pour dire, on appelle ça le scénario de transition désordonnée, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne se prépare pas. On agit un peu en fil de coup par coup et on se met une visée à horizon de 2050. Et donc, cette transition désordonnée amène justement à constater un choc qui est plutôt de l'ordre de 89% lié à certains risques, comme par exemple la pollution, les maladies vectorielles, comme j'évoquais tout à l'heure. Et tout ça, on le compare par rapport à une situation T0 qui était 2022. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que lorsqu'on est en situation désordonnée, eh bien, il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on a testé par ailleurs? Donc, on a aussi un scénario de référence. C'est-à-dire, quand on dit référence, souvent on utilise le terme un peu central, scénario central, c'est-à-dire qu'on veut dire on agit, on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on va quelque part le maîtriser, même si on le subit. Et ça, cette sursinistralité santé, elle est prévue, elle est de l'ordre de 11%. Alors, vous voyez qu'on part de 11% à 89%. Ça nous donne tout de suite une envie de dire, ben oui, il faut s'organiser. Et ça, c'est un message fort pour la profession et pour je dirais, la communication des pouvoirs publics. Enfin, je terminerai sur une chose, c'est qu'on a dans cette approche et cet exercice, on s'est aperçu que finalement les assureurs n'ont pas tout utilisé, hein, les leviers de gestion, ils ne se sont pas assez projetés. Donc, en tout cas, c'était un exercice qui était pour eux nouveau. Donc, je pense qu'il sera certainement une bonne loi qu'il soit reproduit et peut-être de manière un peu plus ciblée sur certains sujets. Mais par exemple, la réallocation géographique, tout ce qui est politique tarifaire ou tout ce réexamen de portefeuille, tout ça, ils n'ont pas vraiment abordé. C'est-à-dire qu'ils ont traité le test en l'état des choses et en contrepartie, ce qui était très intéressant, dans tout cet exercice, c'est qu'il y a une certaine sensibilisation au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire que la gouvernance puisse être impliquée dans ces problématiques de risque climatique. Ça, c'était vraiment une nouveauté aussi qui fait que aujourd'hui, la gouvernance, la part du risque climatique n'a pas sa place, même si on la comprend ou autre, mais on ne l'insère pas. On intègre les problématiques de qualité de données, on intègre la politique, tout ce qui est sous le risque de cyberattaque, etc. OK, mais toute la partie climatique n'a pas encore sa place. Donc, c'est ce qui a permis de prendre conscience qu'il faut aller faire évoluer la gouvernance. Et ça, je pense que c'est un élément important au sein même des entreprises d'assurance pour structurer, coordonner, structurer et mieux se préparer pour évaluer justement ces incidences et piloter les risques dans le temps. Merci Pascal. Alors effectivement, juste quelques éléments, parce que le temps court et qu'il ne nous reste plus que quelques minutes. Peut-être juste quelques éléments de contexte, hein. Donc effectivement, le scénario de transition, donc ces scénarios de transition en fait par rapport au risque climatique, hein, ils sont issus des travaux du GIEC, donc qui s'occupe effectivement de l'évolution du climat. Il s'appuie aussi sur les accords de Paris et donc effectivement, une transition ordonnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre en situation de limiter effectivement la hausse des températures à 2 degrés, voire à 1,5 degré éventuellement à l'horizon 2050. Donc en 2015, il restait 35 ans, effectivement. Euh, la transition désordonnée, c'est grosso modo le scénario où on ne fait pas grand-chose, voire rien du tout jusqu'en 2035. Et puis là, en 2035, effectivement, on commence à avoir des vrais problèmes récurrents ou d'ampleur très significative. Et donc, il y a une prise de conscience beaucoup plus forte qui fait que là, on met les bouchées doubles pour essayer d'atteindre l'objectif. Donc, effectivement, ça implique probablement des mesures coercitives et des impacts économiques très importants. Et puis, entre les deux, il y a la transition accélérée qui est peut-être celle dans laquelle on est aujourd'hui, à savoir qu'on ne fait pas trop de choses, on va dire, euh, ce qui est quand même le cas hein, depuis 2015, 10 ans après, on n'a pas vraiment fait grand-chose, on va dire, sur l'atténuation du réchauffement climatique. Le seul moment où on a atteint les objectifs de l'accord de Paris, c'est lorsqu'on a été confiné. Donc,
ça donne un petit peu une perspective aussi. Cette transition accélérée, ça serait, oui, voilà, en 2030, voilà, on essaye de faire quelque chose et on va plus vite, plus fort. Et donc peut-être qu'effectivement, ces scénarios-là, il faudra peut-être les tester. Alors, on va dire le calendrier de ces stress tests, hein, c'est à peu près tous les 3 ans. Donc, on a eu 2020, 2023. Il est probable qu'en 2026, 2027, on aura aussi quelque chose qui sera testé. On apprend aussi, hein, progressivement, et le régulateur injecte aussi des scénarios de plus en plus pertinents et qui sont aussi le fruit des remontées, évidemment, d'informations. Et je trouve ton point très pertinent sur la gouvernance, effectivement. Et ça ne peut avancer, je dirais, de façon importante que si effectivement ces sujets sont pris à bras le corps par le conseil d'administration, par les dirigeants, par toute, je dirais, l'entreprise et pas uniquement par, je dirais, l'actuaire, tarificateur ou le gestionnaire de risque. Donc c'est un sujet qui est beaucoup plus large, effectivement, que le simple aspect technique, on va dire. Ça engendre des vraies questions en termes de pilotage. Tout à fait. Ah, peut-être un élément, Yael, Alors, je peux me permettre de rajouter, qui est aussi intéressant dans l'exercice. C'est vrai que lorsqu'on travaille sur l'ORSA, on a une vision quand même assez court-termiste. Alors, pour les petits organismes d'assurance, par exemple santé, ils vont être sur 3 ans, et puis il y en a d'autres qui vont monter jusqu'à maximum 5 ans d'horizon. Là, ce que demande la CPR, c'est de pousser comme les curseurs, d'aller plus loin dans la vision, d'avoir une vision plus long terme, de pousser jusqu'en 2050. Alors c'est vrai qu'un ORSA en 2050, ça peut paraître un peu spatial, mais en même temps, je trouve que l'approche est intelligente, parce que d'abord, les assureurs savent faire des projections très longues, hein. Quand on regarde les contrats, tout ce qui est assureur-vie, ils savent très très bien faire. Mais ça permet surtout de mesurer les effets dans le temps, et surtout d'accompagner cette cible qui est 2050 sur l'objectif de ne pas dépasser de degrés d'augmentation, mais avec une cible peut-être plus ambitieuse, hein, si on peut être en dessous. Mais il n'empêche que ça permet de mieux accompagner aussi la gouvernance dans cette transition, comme tu dis, très clairement ordonnée. Et cet élément-là, enfin cet outil, hein, qui est l'ORSA que tout le monde connaît, a forcément encore plus un rôle à jouer sur des phénomènes qui sont un peu erratiques, mais quand même qui s'inscrivent dans le long terme, donc qui sont structurants en termes d'évolution. Et c'est cet élément-là qui est à prendre aussi en compte dans les conclusions et dans en encouragement de l'autorité de contrôle, c'est de ne pas se focaliser que sur un exercice à court terme. oui, effectivement, ces sujets-là, il y a eu plusieurs publications, recommandations, ou en tout cas notes techniques de la CPR sur le sujet, en disant effectivement l'horizon naturel de la projection et du processus ORSA, c'est le plan moyen terme, c'est-à-dire qu'on est plutôt à 3, 5 ans maximum, mais que clairement, ces horizons ne sont pas pertinents dans le cadre du risque climatique. Et qu'il faut évidemment avoir des projections sur des durées beaucoup plus longues pour mesurer véritablement, je dirais, les impacts réels que pourrait avoir effectivement cette dégradation de la sinistralité. Euh, Dans un autre domaine, mais qui est évidemment un domaine qui est directement lié, il y a aussi la révision de Solvabilité 2 qui est en cours, hein. Donc la date a priori de mise en œuvre de cette version révisée de la directive européenne, c'est donc le 30 janvier 2027. On a à ce stade une directive révisée qui a été votée par le Parlement européen, d'où la date d'application du 30 janvier 2027. On a eu au début juillet donc la publication du projet de règlement délégué, donc qui est, on va dire, le cahier des charges techniques de mise en œuvre de cette directive révisée, avec un appel à commentaires qui devait faire l'objet donc d'un retour début septembre, le 5 septembre 2025 de mémoire. Donc on attend avec une certaine impatience parce que le délai se rapproche de plus en plus, hein. Le 30 janvier 2027, c'est demain quand même. C'est dans un peu plus d'un an et ça risque d'être un petit peu court quand même en termes de mise en œuvre. Ce règlement délégué, effectivement,
devrait préciser notamment et devrait injecter une dose de durabilité, une dose aussi je dirais, de risque climatique, probablement dans les exigences réglementaires. Donc, on voit qu'il y a quand même à la fois une prise de conscience assez importante, et puis tu as souligné notamment que l'objectif, c'est de faire que les assureurs soient résilients, en fait, concrètement, au niveau français, bien sûr, mais au niveau européen plus généralement, de façon à pouvoir continuer à jouer leur rôle, hein, concrètement, sur ces sujets qui sont assez prégnants aujourd'hui, hein, dans beaucoup de choses, dans le choix des couvertures qu'on octroie, dans la sélection, dans les problématiques de tarification. Ce qui est intéressant aussi, c'est ta remarque sur finalement le scénario du pire avec une sursinistralité de 89%, et puis un scénario plus, on va dire, standard, où on serait plutôt à 10-15%. Donc le pire n'est jamais sûr, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette difficulté finalement à poser le curseur au bon endroit. Et peut-être que justement, les enjeux autour notamment de la prévention peuvent permettre peut-être d'atténuer aussi ces pics de sinistralité aiguë, on va dire, qu'on pourrait rencontrer, même si évidemment il est toujours possible qu'on ait une nouvelle Covid, non pas 19, mais peut-être 27 ou 28, ce qu'il ne faut pas espérer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, je rejoins un des points que tu as mentionné, en disant oui, tout le monde n'est pas forcément assuré, effectivement. Et un des constats aussi liés à la sinistralité, à la mortalité, notamment surmortalité liée à la Covid-19, c'est que finalement, ça n'a pas eu un impact aussi important que ça sur le risque de décès, finalement, parce que les gens qui sont décédés, si voilà, on évalue à 130 000 décès cette phase de pandémie. Il est probable que là-dedans, il y a des personnes qui sont décédées, pas forcément de façon directe de la Covid-19. Il y a probablement aussi une part des décès on aurait pu imputer à une grippe saisonnière classique. Néanmoins, c'est vrai que sur ces 130 000 décès, là aussi, toutes les personnes n'étaient pas forcément assurées. Donc, il y a aussi cet effet un petit peu, je dirais, de diffraction entre les statistiques officielles et puis, je dirais, l'impact que ça peut avoir sur le métier d'assureur. Tout à fait. Alors, il y a un autre élément qui semble être on parlait de prévention un peu au début, mais un élément qui semblerait être des pistes de réflexion qui pourrait être vraiment un point important dans les années à venir, c'est la combinaison finalement de l'approche des assureurs dommages et des assureurs d'assurance de personnes. Parce qu'effectivement, l'environnement, il est assez lié entre ce que l'on voit dans le risque climatique dommage et le risque climatique dans le cas de l'assurance de personnes. Alors, je m'explique pour donner 2-3 exemples, mais un environnement, lorsqu'on est sur un bâtiment, par exemple, je sais pas, ça peut être une exploitation agricole, ça peut être ou une usine. Alors, c'est vrai que les usines, les gens ne vivent pas dans les usines. L'exploitation agricole, oui, là, c'est encore différent. Mais si on prend le cas d'une exploitation agricole, donc c'est vrai que l'assurance dommage a tout son sens avec le risque climatique parce qu'on met en avant le risque de grêle, le risque de tout ce qui peut toucher, je dirais, aussi les éboulements. Hein, ça peut être l'inondation, ça dépend si on trouve le bâtiment. Mais les gens subissent aussi, ils ont vraiment un dommage collatéral. Donc, cette coordination qui pourra venir potentiellement des axes de prévention conjoints amènerait justement pour les assureurs de travailler un peu plus sur la prévention de manière de concert sur ces sujets qui touchent à la fois le bien comme les personnes. Ça, c'est un élément important aussi donc dans les pistes certainement de réflexion. Alors, elles ne sont pas encore activées proprement parler, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de travaux. Et là, l'ACPR, je pense, œuvre sur ces deux pans. Et la corrélation qu'on a entre les sinistres que l'on peut constater, que ce soit du décès ou voire même de l'arrêt de travail,
et le lieu d'habitation ou de travail, on peut dire même des individus, est forcément extrêmement forte, et qui peut aussi être un bon axe de prévention. Par exemple, adapter les bâtiments ou abattre un arbre qui peut s'abattre en cas de foudre sur une maison et tuer des personnes, etc., etc. Donc, il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent se coordonner et amener un peu plus de prévention dans le sens pour améliorer les résultats des assureurs et surtout euh, d'apporter un vrai service conjoint pour les clients. Oui, j'ai une question concernant la réassurance. Effectivement, comment les réassureurs suivent ces évolutions et est-ce que la réassurance, ça peut être un levier aussi? Alors, c'est très bonne question, Gaël, là-dessus, parce qu'effectivement, la réassurance, le secteur de la réassurance, c'est vraiment toujours été en pointe sur ces risques-là, parce que c'est les premiers exposés. Alors, quand on a des risques de tempête, ils sont à un niveau, à une échelle mondiale. Donc forcément, c'est une belle référence pour les assureurs parce que lorsqu'on n'est pas confronté aux conséquences que eux subissent, je dirais, les assureurs locaux ne sont pas forcément concernés par les grandes tempêtes, les cyclones dévastateurs qu'on a eu justement souvent aux États-Unis, aux Antilles. Ils sont exposés à des tremblements de terre, ils sont exposés à plein de choses. Ce sont des situations qui sont inconnues pour beaucoup en France, mais qu'on voit petit à petit arriver. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir des tremblements de terre, des tsunamis, etc., mais ceci dit, on voit quand même de plus en plus les réassureurs agir. Alors, en matière déjà d'études, il y a beaucoup d'études qui sont produites par les rassureurs là-dessus et qui sont vraiment une bonne source d'informations et de données. Et ça permet aussi aux assureurs de commencer à se préparer aussi à des événements. Et lorsqu'on est confronté à des grosses tempêtes, comme on a connu en 99-2000, on a une énorme tempête qui a ravagé la France, c'était des phénomènes qu'on n'avait jamais connus avant. Et les réassureurs, eux, sont plutôt dans le sens où ils apportent une vision un peu prospective avec des modèles assez complets et assez poussés sur les risques climatiques. Donc, on a des réassureurs qui travaillent notamment sur tout ce qui est cyclone, tout ce qui peut être et mener justement des études sur les conséquences, par exemple dans les sciences paramétriques, qui sont aussi pas mal avancées sur des sujets où par voie satellite, ils exploitent tout un tas d'informations qui permettent de cerner les limites de l'assurance face à un risque majeur. Donc, ça permet de dire voici à quel moment on va intervenir et d'autres moments où on ne pourra pas intervenir. Et donc, souvent, c'est plutôt toutes ces sources d'informations climatiques qu'ils exploitent depuis de très nombreuses années et qui font bénéficier auprès des cédantes dès lors qu'on rentre dans un épiphénomène qui peut devenir des phénomènes malheureusement qui se répètent. Et là, c'est une source très, très précieuse pour les assurés, les assureurs. Oui. On peut d'ailleurs citer à cet effet, alors une spécificité française, on terminera peut-être avec ça, en la personne, on va dire, de la CCR, hein, qui depuis de nombreuses années, effectivement, publie des choses autour justement des grands risques et notamment des risques climatiques. Et ça peut être aussi effectivement assez inspirant de voir ces experts et ces analyses, notamment sur les futurs impacts et la prospective. Je pense qu'effectivement, tu as fait raison de souligner le caractère prospectif de ces études et l'intérêt qu'il y a évidemment à se renseigner auprès de ces super assureurs que sont les réassureurs. Exactement. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. On a atteint l'horaire Nous arrivons au de terme clôture. Oui. Voilà. S'il y a encore des questions éventuellement, on sera C'est le moment. ravis d'y répondre.
Et surtout, nous espérons que cet échange et ce Q&A a donc un petit peu pas forcément apporté de solution, mais en tous les cas déjà permis de mieux cerner les tenants et les aboutissants d'un sujet qui est vaste et qui est loin d'être tari pour les mois et années à venir, on va dire. C'est certain. A priori, je ne vois pas d'autres questions. Moi non plus, de mon côté. Très bien. Eh bien, je pense qu'on va donc mettre fin à cette, voilà, tout à fait. à cette présentation, en vous remerciant à nouveau pour votre participation, pour les nombreux échanges, notamment sur le chat. Alors, je remercie spécifiquement Stéphane et Mariana qui ont bien animé le chat. Carrément été actif, je confirme. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci à tous. De toute manière, vous avez le replay. Et puis, bien sûr, nos experts et notamment Gaël, et en tant que responsable du pôle assurance, à votre disposition. Si vous voulez le contacter, vous avez ses coordonnées, soit effectivement lors des invitations reçues, soit effectivement sur le site AFGES, bien sûr. Écoutez, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Je crois qu'effectivement, on s'arrête tout ça à la fin et à la prochaine fois, puisqu'il y aura d'autres webinaires qui sont organisés toute l'année. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.